Rebonjour après cette petite interview technique. Ok, super. Donc on est ici pour vous parler des affordances culturelles. Des petites excuses tout d'abord. J'ai passé mon enfance et une partie de mon adolescence en France. J'ai fait toutes mes études en anglais et en portugais. J'ai jamais enseigné en français. C'est seulement la deuxième fois de ma vie que je présente en français. Et donc je suis très excité de le faire. Simplement, il se peut que je sois un petit peu moins éloquent que mon moi anglophone. Mais ça m'intéresse par contre d'essayer de présenter ce modèle en français. Donc il y aura deux parties de la présentation. Il y aura la mienne puis celle de Maxwell. Moi je vais d'abord commencer par vous présenter des questions générales, mais je pense très fascinantes, sur le statut ontologique de la culture. Qu'est-ce que la culture? Après, je vous présenterai une petite ébauche du modèle d'affordance culturelle. Et après, je présenterai quelques données expérimentales assez intéressantes, assez marrantes, pour illustrer un vieux cliché selon lequel le pouvoir de la culture est incorporé. Donc, peut-être quelques données expérimentales et quelques niveaux d'explication un petit peu plus mécanistiques pour parler de l'incorporation et pour parler de l'effet physiologique des symboles et de la culture. Après, Maxwell. Donc une fois que Samuel a comme dressé le portrait du problème, si on veut, du phénomène à expliquer, je vais essayer de proposer un ensemble de théories qui trouvent leur origine en neurosciences théoriques, computationnelles, à l'origine, mais qui ont été étendues pour expliquer le comportement et puis dernièrement la culture. Donc je vais commencer par essayer de présenter le modèle de manière plus générale, philosophique, initialement, en passant par un examen du traitement prédictif. C'est une des formes que prend le modèle qu'on va voir, une des formes les plus répandues. Et puis, ça c'est un peu pour voir ce qu'il y a comme sous le coffre, si on veut, quand on parle de culture, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Après ça, je vais essayer de comme aller autour du coffre, de parler de la carrosserie, tout ce qui se passe autour de ça, de voir comment le modèle peut être étendu pour expliquer les dynamiques culturelles finalement. Super, merci, oui. Alors donc, comme vous l'expliquait Maxwell, le modèle des affordances culturelles est théoriquement assez ambitieux. Donc, pour ce qui touche à l'architecture cognitive minimale qui potentialise la culture, donc Maxwell vous parlera beaucoup plus des modèles de traitement prédictif du cerveau, des modèles d'énergie libre, mais on essaie aussi de rassembler des développements plus récents en anthropologie cognitive, en psychologie du développement. On essaie d'enrichir ça avec des descriptions empruntées à la phénoménologie, à la phénoménologie de l'en-action particulièrement, et puis on essaie de cadrer tout ça dans une psychologie écologique et dans des modèles de construction de niches. Donc là, on entre plus dans la biologie et l'évolution théorique. Donc ça, c'est le premier papier, la première itération du modèle des affordances culturelles, 2016, avec Lawrence Kuhlmeier, qui est notre mentor à McGill. Alors depuis, il y en a eu plusieurs. Ça, c'est le projet très très ambitieux de Maxwell en collaboration avec l'éminent professeur Carl Friston à l'Université de Londres, où Maxwell essaie de répondre à la question toute simple: qu'est-ce que la vie? Ça, c'est mon petit commentaire modeste sur le très ambitieux papier de Maxwell. Je vous en parlerai un petit peu. Je dis attention, quand on parle des échafaudages culturels, n'oublions pas l'esprit des autres. Donc je vous parlerai de ça aujourd'hui. Ça, c'est Lawrence Kuhlmeier et moi avec notre collègue Anna Gomez, où on parle de la phénoménologie des troubles psychopathologiques, emprunté à un répertoire culturel, le cas de la dépression en particulier. Ça, c'est un papier récent avec ma collègue Mariah Standall, où on parle de l'hypersocialité hyperactive dans l'addiction aux dispositifs mobiles et à l'Internet en particulier. Là, c'est avec notre éminent collègue Axel, où on essaie de construire un modèle de construction de niche en biologie théorique, avec ce modèle-ci. Et puis ça va être notre magnum opus, ça va être notre chef-d'œuvre, qui, on espère, va sortir bientôt, qu'on pourrait traduire en français en pensant au travers de l'esprit des autres, ou en pensant par l'esprit des autres, qu'on espère soumettre à la revue Behavioral and Brain Sciences, donc avec Axel, avec Maxwell, avec Lawrence Kuhlmeier et avec l'éminent Carl Friston. Donc,
une autre métaphore, moins mathématique, plus poétique, pour commencer à parler de cette dimension de voir ou de percevoir au travers de l'esprit des autres. J'aime beaucoup ce petit poème, ce petit haïku par une poétesse contemporaine qui habite à Paris d'ailleurs. Je pense d'ailleurs que, tout étant japonaise, elle a écrit ce poème en français. Alors elle dit tout simplement « Choisir un maillot de bain, depuis quand ses yeux à lui remplacent les miens ?» Et je trouve que ce poème, il capture vraiment la beauté, le drame et la complexité de ce que c'est que d'être un être enculturé. C'est-à-dire on a quand même un moment là, un moment dans le début de la genèse d'une histoire amoureuse peut-être, où une personne qui pense à une autre commence à se voir par les yeux de la personne qu'elle aime, peut-être même à se ressentir au travers du ressenti de cette autre personne. Donc là, on approche vraiment cette intersubjectivité ou cette interphénoménalité, comme on l'appelle parfois, de manière vraiment complexe. Donc voilà. Moi, plutôt que les équations à la Krautfeste, je préfère les haïkus. Donc on vous parlera un petit peu de la socialité placebo, on vous expliquera comment on pense que c'est un pléonasme. La socialité produit déjà des effets placebo. J'y reviendrai dans peut-être une quinzaine de minutes, mais pour ne pas oublier, pourquoi parler de placebo quand on parle de culture et d'affordance culturelle? Parce que le placebo nous donne un contexte pour pouvoir étudier comment, dans une rencontre, dans le cas du placebo qui est explicitement thérapeutique, il y a un contexte rituel, un contexte symbolique, il y a tout un tas d'indices, d'accessoires, de costumes, d'indices de prestige qui vont avoir un effet physiologique très précis. Et donc ça, pour nous, c'est une manière intéressante d'étudier la culture. Donc dans un moment, je vous présenterai des données expérimentales donc, sur nos expériences de ce qu'on appelle le neuroplacebo, où pour vous donner une petite preview, on utilise une fausse machine IRM en disant aux enfants que ça va les aider à guérir leur cerveau, et ça marche. Alors je commence avec des questions très basiques qui, je pense, on oublie souvent de se poser. Je remarque que beaucoup de mes collègues en anthropologie culturelle ne se posent plus ces questions très basiques. Qu'est-ce que la culture? Alors on pourrait commencer descriptivement. Le quoi de la culture, ça ressemble à quoi? Bon, alors, il y a une définition qui est une définition empruntée à la biologie, et aussi Michael Tomasello, le psychologue, aime beaucoup cette définition. Il dit, bon, on ne sait pas trop ce que c'est que la culture, mais on peut parler de culture quand il y a des différences culturelles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand les membres d'une même espèce, qui sont biologiquement pareils, développent des manières différentes de faire les choses, de ressentir les choses, et quand ces différences sont partagées et durables au sein d'un même groupe, mais encore différentes par rapport à d'autres groupes. Et quand on pense que ces différences peuvent être attribuées à l'apprentissage social et non à la biologie pure. Là, donc, on peut parler de culture. Alors, le comment de la culture, c'est un petit peu plus compliqué, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'architecture cognitive minimale qui permet donc ces formes de vie culturelles, la socialité, donc la capacité d'être immergé dans les modes d'action coordonnés, normés à très grande échelle. Donc c'est surtout ce qu'on appelait parfois, dans certains camps de la psychologie, la theory of mind. Nous on préfère parler de prise de perspective, et puis la possibilité d'intentionnalité partagée. J'en parlerai plus dans ma présentation. On pense que c'est ça que les humains ont de manière un petit peu plus que d'autres animaux. Ça ne veut pas dire que l'intentionnalité partagée n'existe pas ailleurs. Moi-même, en tant qu'anthropologue cognitiviste, j'aime beaucoup une tradition qui a été commencée par Dan Sperber, un anthropologue français à Paris, je ne sais pas pourquoi je prononce son nom en anglais d'ailleurs, donc Dan Sperber, sur l'épidémiologie des représentations. Donc maintenant, en philosophie de l'esprit, en phénoménologie, on n'aime pas parler de représentation, c'est plus à la mode, ok, on peut laisser ça pour une minute, parlons plutôt de croyances pour l'instant. Alors, comment... En anthropologie, les croyances sont plus à la mode non plus, il est vrai. Mais donc, pourquoi avons-nous des épidémies de croyances? Et pourquoi les croyances, elles nous divisent, elles nous unissent? Comment se propagent-elles? Mais la question encore plus compliquée, plus simple, qu'est-ce qu'une croyance? Alors, quand on essaie d'étudier dans le développement, en perspective de l'ontogénèse, l'acquisition de la culture, on a un problème. On a le même problème que les linguistes, un problème qui a été énoncé très clairement par Noam Chomsky, donc la pauvreté du stimulus. Nos opportunités d'interaction avec les autres, d'interaction directe, d'imitation,
d'instructions explicites sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser, ce qu'on doit aimer, sont très très limitées. Pourtant, on est capable tous d'absorber, comme si c'était dans l'air, un contenu culturel qui est relatif, qui change de génération en génération. Alors comment est-ce que ça se passe? Donc une de nos définitions, de nos propositions pour définir la culture, qui est basée justement sur les modèles de traitement prédictifs en neurosciences cognitives, c'est de parler d'attente. Donc nous, on aime décrire un groupe culturel comme un groupe de personnes qui sont unies par des attentes normatives mutuelles, c'est-à-dire qu'ils ont des attentes sur comment ils devraient se comporter éthiquement, d'ailleurs, dans certains contextes, et ils internalisent ces mêmes attentes. Donc, qu'est-ce que sont des attentes partagées? Parce que dans les 2 ou 3 prochaines diapos, je vais problématiser la notion d'attente. On a quand même une grande pauvreté sémantique dans nos descriptions de ce que c'est qu'une attente, parce qu'on met dans ce concept-là vraiment un continuum vraiment très très vaste qui va du complètement implicite au complètement explicite. Donc les attentes explicites sont souvent, elles sont descriptives et normatives, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir des attentes sur comment on pense que le monde est et comment on pense que le monde devrait être. Donc j'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais en philosophie, la tension entre l'être et le devrait être est très complexe. Et nous, on pense d'ailleurs, et la psychanalyse nous aide peut-être un peu là-dedans, les humains, généralement, perçoivent le monde pas seulement comme ils attendent qu'il est, mais comme ils voudraient qu'il soit. Donc c'est intéressant d'amener cette perspective au conditionnel, la perception toujours au conditionnel. Donc au niveau implicite, on a des biais cognitifs dont je parlerai un peu, on a des automatismes, des régimes d'attention, dont je vous parlerai un peu, et au niveau explicite, il y a beaucoup de normes qu'on connaît. Et moi, en ce moment, je suis assez féru de l'idée que les attentes explicites, c'est à peu près comme les résolutions du Nouvel An. Les attentes qui sont vraiment complètement explicites sont celles qu'on ne va pas vraiment internaliser, celles qui sont les plus difficiles à suivre. Donc, par exemple, je ne sais pas, j'avais peut-être une attente que ma mère avait une attente que je devienne médecin. Je n'ai pas réussi à devenir médecin. Ou j'ai une attente que ma fille devienne philosophe, mais je suis déçu parce qu'elle est devenue ingénieure, par exemple. Donc c'est assez difficile. La notion de coulisses est empruntée à la sociologie dramaturgique de Irving Goffman, le sociologue canadien, qui parlait de la performativité, de la performance, d'un espèce de script théâtral dans la vie sociale. Alors, Goffman s'intéressait beaucoup au comportement en coulisses, c'est-à-dire quand il y a moins de personnes autour de nous, quand on n'est pas vraiment là maintenant, je suis en train de jouer le rôle du professeur savant, c'est cognitivement assez demandant, c'est un peu fatigant, si vous me voyez chez moi, après 3 ou 4 verres de vin, ce serait vraiment différent. Donc, dans le comportement en coulisses, on abandonne beaucoup des attentes explicites dont on sait qu'on devrait obéir, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comme le comportement en coulisses, même complètement, par exemple, pour Goffman, la chambre ou les toilettes, c'est vraiment la coulisse la plus profonde. On n'obéit plus aux normes sociales. Nous, on pense que si, oui, que dans nos automatismes les plus implicites, on continue à être sujet à des cadres normatifs sociaux dont on n'est même pas conscient. C'est ça qui nous intéresse beaucoup. Alors, comment étudier ça? C'est ça qui est vraiment très complexe. Vous savez, tous ceux d'entre vous qui sont statisticiens savez que d'identifier le taux de base est toujours un gros problème. Donc, quel est le taux de base selon lequel on va pouvoir faire des prédictions pour savoir comment un organisme ou une personne va se comporter dans un tel contexte? Donc, je vais vous parler dans un instant des systèmes de sous-traitement des attentes, de sous-traitement aux autres, et à différentes classes d'autres personnes, et à des personnes qui sont marquées de prestige en particulier. Mais même, donc, si pratiquement tous mes comportements sont sous-traités à mes attentes par rapport aux attentes que j'ai d'autres. Quel genre d'autres? Est-ce que ce sont les personnes de mon âge, de mon ethnicité? Alors, est-ce que ce sont les personnes de là où j'habite? Ou alors, si j'identifie une communauté géographique diasporique, est-ce que les gens du même niveau d'éducation, les gens qui ont les mêmes vues esthétiques que moi? Ou alors, si j'ai besoin de modèles, est-ce que ce seraient les attentes de ma mère, ou alors de Slavoj Žižek, de Jordan Peterson, de Lena Dunham? Donc c'est très compliqué. Et en plus, de moment à moment, de contexte en contexte. Peut-être qu'au travail, mon modèle c'est Žižek, à la maison, peut-être c'est Jordan Peterson, peut-être c'est maman quand je vais dîner, et peut-être que c'est Lena Dunham sur Facebook parce que je veux démontrer ma vertu, que je suis un bon féministe, parce que c'est à la mode en ce moment. Donc, et encore, je pourrais faire ça de temps en temps explicitement, de temps en temps implicitement.
c'est vraiment, pardonnez mon français, c'est vraiment un gros bordel de taux de base de sous-traitance de l'attente. Mais le modèle minimal, le voici, nous nous comportons selon ce que nous attendons des attentes des autres envers nous. Donc 3 ordres d'intentionnalité implicites. Mes attentes des autres envers moi. Des autres qui peuvent être des vraies personnes, qui peuvent être des personnes imaginées, ou qui peuvent être des personnes, comme Axel le dit souvent bien, généralisées. L'autre généralisé. Je passe maintenant à la notion d'affordance un peu plus en vous présentant ce phénomène, ce gros problème philosophique qui nous démontre 2 personnes qui, dans 2 moments historiques différents, vont être perçues comme très cool ou être perçues comme très pas cool. Comment ça se passe ? Pour ce qui est de la perception esthétique, pour ce qui est de l'admiration qu'on pourrait avoir par quelqu'un, par exemple, qui s'habille très bien, on a rarement une instruction explicite. Simplement, on va pouvoir absorber ça. Mais on voit bien que bon, cette personne-là, et encore ça fait 4 ans maintenant que je donne cette présentation, il est moins cool maintenant qu'il y a 4 ans. Il était assez cool ce type-là il y a 4 ans. Donc pourquoi ? Comment est-ce que ça se passe ? Parce que là, ça nous montre justement la transience, si vous voulez, de ce qu'on va appeler affordance. Donc un petit mot sur la traduction. J'étais en conversation avec Cécile Rousseau, une collègue en psychiatrie à McGill, qui me disait que affordance n'est pas un bel anglicisme. Il faudrait peut-être utiliser une autre terminologie, donc on peut décider ça ensemble. Il est vrai que le mot afford nous vient de l'anglais. La notion d'affordance vient de la psychologie écologique de James Gibson, dans la fin des années 70. C'est une manière intéressante de penser au vieux problème de la propriété des choses. Alors on pourrait en revenir même plus loin, à Aristote, qui disait « quel est le sens de la vie ?» Ça n'a aucun sens. C'est seulement les mots qui ont un sens. Les choses, par contre, ont des attributs, ou alors ont des propriétés. Et j'emprunte ici la vieille notion grecque de l'arrêté, qu'on retrouve beaucoup dans la discussion de la vertu en éthique. Et c'est pour ça, et à Axel, j'aimerais beaucoup te parler, de peut-être travailler sur ça, parce que la notion d'arrêté, par exemple, Aristote disait, l'arrêté, c'est la capacité d'un objet à produire quelque chose. Par exemple, la capacité du couteau à bien couper. Et quand on parle de vertu, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut cultiver, trouver cette arrêté, cette bonne... Qu'est-ce qu'un bon couteau? Un couteau qui coupe bien. Qu'est-ce qu'une bonne personne qui agit bien? Donc, dans l'éthique de la vertu, on cherche à cultiver les attributs personnels de la personne pour agir bien. Simplement, il y a un certain essentialisme là, quand on pense que les propriétés sont dans les choses, ou alors les propriétés, les vertus éthiques sont dans les personnes. Il faudrait parler, comme on va le faire tout de suite, plutôt d'interaction dans l'environnement. Donc, en anglais, on dit une chose afforde une autre chose. C'est pas beau en français, donc je vais utiliser le mot sollicite. On pourrait dire potentialiser, mais c'est pas beau non plus. Donc, par exemple, quelle est la propriété d'un verre? Eh bien, il sollicite l'acte de boire, la potabilité. La chaise sollicite l'acte de s'asseoir. C'est un peu peut-être important de contextualiser là, pourquoi parler d'affordance. C'est un peu une inversion des modèles plus traditionnels de l'activité cognitive, surtout de l'activité comme perceptuelle. Donc, si vous faites un cours en psychologie cognitive, dans votre module de perception, ce qu'on va vous présenter, c'est que le cerveau, ce qu'il fait finalement, c'est qu'il détecte des traits saillants ou des hachures ou des trucs comme ça. Et puis, plus on monte la hiérarchie des structures corticales, plus ces traits-là deviennent, si on veut, fusionner ensemble. Puis, à un moment donné, il y a quelque chose comme la signification qui apparaît là-dedans, supposément. Donc, ça semble assez pauvre d'un point de vue phénoménologique. Ce que les affordances, puis ce cadre-là nous permet de faire, finalement, c'est de dire, ben, quand je perçois un objet comme une chaise, ce que je perçois d'abord, c'est des possibilités d'action. C'est pas comme si d'abord je percevais un objet géométrique qu'ensuite j'interprétais comme sollicitant telle ou telle action. Je perçois d'emblée une chaise comme quelque chose sur lequel je pourrais m'asseoir. Je perçois directement une table comme quelque chose sur lequel je pourrais m'installer, ou dans certains contextes, quelque chose comme lequel je pourrais sauter, danser dessus. Donc, ça. Non, très bien. On va parler dans un moment des affordances qui sont culturellement enrichies ou alors tout simplement culturelles. Parce que, je vais vous expliquer dans un moment, en psychologie du développement, souvent,
On parle d'affordance quand on parle de modes de connaissance qui ne sont pas transmis culturellement, qui peuvent être découverts individuellement par l'organisme dans l'environnement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'apprendre à un enfant qui peut s'asseoir sur une chaise. Alors oui, on peut apprendre à un enfant des manières culturellement ou alors appropriées de s'asseoir, on va en parler dans une minute. Mais un peu plus donc sur les affordances qui sont des propriétés interactives. C'est-à-dire que le verre sollicite l'acte de boire, déjà seulement si on a une bouche, seulement si on a un estomac, seulement si on a besoin d'eau. La chaise sollicite l'acte de s'asseoir seulement si on est bipède. Et puis, ça n'est pas pour tous les bipèdes. Les éléphants peuvent parfois être bipèdes, mais ils ne peuvent pas s'asseoir sur une chaise. Donc, c'est important, dans la perspective de l'affordance, de reconnaître que toutes les propriétés sont interactives. Mon fils de 13 ans, il y a quelques mois, a découvert que l'eau n'était pas mouillée. J'étais très fier de lui. Il m'a dit, papa, je crois que j'ai compris que l'eau n'était pas mouillée. Je lui ai dit, oui, mon fils, c'est bien sûr, tu as raison. L'eau est mouillée, l'eau mouille. Seulement un organisme qui sera mouillé en entrant en contact avec l'eau. L'eau elle-même n'est pas mouillée. Donc, c'est toujours intéressant, important, de considérer la perspective interactionnelle d'affordance. Donc, en gros, les affordances, des possibilités d'action qui existent dans un environnement, dans une niche écologique, ce sont des propriétés d'interaction entre un organisme et leur environnement. Alors, chez les humains, c'est un peu compliqué, parce que jusqu'à ce qu'on ait écrit notre papier en 2016, généralement, en anthropologie cognitive, en psychologie du développement, on ne parlait pas d'affordance pour les humains, parce qu'on disait les affordances sont seulement apprises automatiquement dans l'environnement, mais les conventions culturelles ne peuvent pas être des affordances parce qu'elles sont transientes, parce qu'elles sont arbitraires. Donc, c'est très souvent tentant, quand on étudie la culture, d'élever la culture métaphysiquement comme étant séparée. C'est-à-dire, non, c'est autre chose. Quand on parle de culture, c'est autre chose. Mais nous, on veut savoir, oui, mais au niveau de la nature des choses, au niveau des processus physiques, qu'est-ce que c'est? Donc, on essaie de répondre à cette question. Donc, on pourrait procéder didactiquement pour voir justement à quel point c'est pas simple pour les humains. Donc, voici un homme vêtu d'une manière qu'on pourrait reconnaître. Qu'est-ce qu'il sollicite? Que sollicite ce costume, ce symbole de statut? Répondez pas tous en même temps. Une certaine autorité, puis moi je dirais un banquier, mais c'est très biaisé mais c'est une certaine, son culture, son habit, sollicite une certaine autorité épistémologique. Tout à fait. Pas forcément épistémologique d'ailleurs. Quelqu'un de sérieux. Ouais. Tout à fait, quelqu'un de sérieux, quelqu'un ayant un statut social qu'on peut reconnaître comme étant marqué d'une certaine autorité, d'un certain pouvoir. Donc, suivant comment la personne qui va percevoir cette personne est elle-même située dans une hiérarchie sociale, ça pourrait même potentialiser des réponses neurobiologiques au niveau du stress, ou au niveau de l'agression, ou alors au niveau de la confiance en soi. Il pourrait y avoir une affordance automatique. Simplement, bien sûr, c'est pas si simple. Si on introduit d'autres indices contextuels, donc d'être vêtu d'un costume, ça peut aussi dénoter un statut de subordonné, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous servir, avec des verres, dans le contexte d'un restaurant. Ou alors, pareillement, si on introduit d'autres indices, alors là, ici, ce serait un mode plus sécuritaire. Ou sécuritaire dans le sens qui, pour beaucoup de personnes, selon la manière dont elles sont constituées socialement et politiquement, ça peut aussi solliciter la peur. Alors pareil, les chaises, c'est un petit peu dommage, en tant que philosophe, on manque d'imagination, à chaque fois qu'on parle toujours de table et de chaises et de tasses. Enfin, il faudrait se souvenir que pour les êtres humains, toutes les chaises ne sollicitent pas les mêmes affordances pour les mêmes agents, en dépendant du contexte, en dépendant du moment. Donc voici une chaise qui sollicite l'acte de ne pas s'asseoir, sur lequel s'asseoir serait un sacrilège, presque. Donc pareil, les chaises aussi sollicitent l'acte de les prendre et de les jeter à la tête du professeur. Peu d'entre vous le feront. Cette chaise maintenant sollicite l'acte pour moi de m'asseoir, pas pour vous. Mais si je m'en vais pendant longtemps, peut-être l'un d'entre vous va venir s'asseoir ici. Donc si je m'en vais, l'affordance de la chaise a changé. Alors comment ça se passe?
quel est le mécanisme qui fait qu'on est tous plus ou moins capables de reconnaître la transience des affordances de moment en moment et de contexte en contexte? Eh bien, je ne vais pas répondre à cette question, parce que je n'ai pas le temps, mais on vous ramène à l'intentionnalité collective, on vous ramène à la prise de perspective, et on vous ramènera très bientôt, avec les propos de mon éminent collègue Maxwell, au traitement productif. Donc je vais couper ceci, parce que j'y reviendrai. Je voudrais parler un petit peu maintenant de la société placebo, étant un pléonasme. Je vais parler non seulement de l'affordance que les choses et que l'environnement peut solliciter aux êtres humains, mais je voudrais aussi parler de l'effet physique, de l'effet physiologique des affordances qui sont d'abord marquées et construites symboliquement sur le corps humain. Nous avons déjà vu ça. Donc on en vient ici, on en revient à la notion de pouvoir épistémique soulevée par Thomas, merci, et on va essayer de définir les croyances de manière un petit peu plus précise. Alors là j'en reviens aux travaux de Dan Sperber, de Pascal Boyer, de Scott Atran qui travaille sur l'épidémiologie des idées, puis aussi de Joe Henrich, l'anthropologue cognitiviste américain, qui travaille sur les modèles d'évolution culturelle, dans lesquels ils essaient de comprendre les vulnérabilités cognitives et les biais cognitifs quant à certains modes d'apprentissage, quant à certains indices qui ont plus, comment on dit, learnable, qui seraient plus apprendables, qui solliciteraient certains indices qui sollicitent un apprentissage automatique et d'autres non. Donc, par exemple, si on prend des petites chansons qu'on chante aux enfants qui sont très simples, comme Mary had a little lamb, little lamb, little lamb, c'est très facile de s'en souvenir. Ça peut rentrer dans votre tête très facilement. Par contre, si on écoute Pierrot Lunaire de Schoenberg, qui est un peu comme très dur, très difficile. Donc, il faut comprendre quels sont les modes de représentation des pratiques culturelles qui sont plus comme Mary had a little lamb et celles qui sont plus comme le Pierrot Lunaire de Schoenberg. Donc, il faut, pour qu'un comportement, pour qu'une croyance devienne virale, devienne épidémique, il faut qu'elle sollicite un apprentissage facile, il faut qu'elle soit mémorable. Et un des indices les plus importants chez les êtres humains, c'est le prestige. Le prestige qui, phylogénétiquement, dans la perspective de l'évolution de l'espèce, est sans doute relié à la dominance, que l'on retrouve encore chez nos cousins les primates, que l'on retrouve certainement chez les êtres humains, mais que l'on retrouve chez les humains de manière qui va être beaucoup plus symboliquement médiée. Et Joe Henrich a beaucoup travaillé là-dessus, sur l'évolution du prestige qui serait donné plus symboliquement. Ça, c'est un peu en écho à la notion de Gadamer, de l'autorité, pour ceux qui font de l'herméneutique puis de la phénoménologie. Donc, vous savez peut-être que Gadamer essaie de réhabiliter la notion de préjugé puis la notion d'autorité, dans le sens où il nous dit, préjugé là, dans le sens latin là, de préjudicium, c'est-à-dire de faire la rencontre du monde toujours avec armé de nos attentes, en quelque sorte. Il n'y a pas comme de rencontre vierge avec le monde. Notre rencontre est toujours infusée d'attentes. Et puis pareillement, Gadamer essaie de réhabiliter un peu la notion d'autorité en disant à l'origine, l'autorité c'est quelque chose qui était attribué, c'est pas juste quelque chose qui faisait l'autorité, qui était imposée, mais on utilisait le mot pour justement décrire quelque chose qui était conféré librement, donc qui était comme un signe de prestige finalement. Donc, oui, alors quand on parle d'autorité conférée librement, on peut aussi emprunter la